Bien, bah écoutez, on va reprendre le débat. On va prendre le débat. Il va y avoir un micro qui va passer, donc vous levez la main et on va vous le donner. Bien, est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Oui, je voulais en préliminaire vous remercier sur cette dialectique qui transparaît de vos points de vue, si on peut dire, sur la mutation socio-anthropologique que vous avez tous les deux plantée. Et moi, j'ai une question d'ordre clinique par rapport à ça. Ce qui me paraît important à pointer dans une clinique anthropologique actuelle, c'est, qui rejoint un peu les questions que vous soulevez, c'est le caractère asexué, d'une certaine façon, de la grande solitude. Les grandes solitudes juxtaposées, leur caractère asexué, liquide, disiez-vous tout à l'heure, et dans un renouveau de la clinique, ça me semble poser une question qui se croise avec celle que vous avez évoquée d'un point de vue un peu plus fondamental et dialectique entre vous. Je voudrais savoir quelle est votre expérience de ça, qu'est-ce que vous en pensez, de cette émergence de la grande solitude qui va avec l'immense bavardage sur les réseaux sociaux, qui va avec tout ça. Oui, moi je pense qu'effectivement c'est lié à... Enfin, c'est lié... C'est toujours gênant de faire des trucs comme ça généraux, parce qu'on sait bien que, comme analyste, on est quand même des gens qui travaillent au cas par cas. Hein. Alors, bon. Maintenant, il n'est pas interdit, malgré qu'on travaille un par un, de voir des choses générales nous transformer. Moi, j'entends cette solitude précisément, s'il y a bien quelque chose à quoi le type d'organisation qu'on est en train de faire prévaloir ne prépare pas, c'est à la solitude. Je trouve que c'est une bonne manière de faire entendre les difficultés cliniques de gens aujourd'hui qui passent soit du système où on est scotché à l'autre ou à l'isolement. Il n'y a presque pas de dialectisation du travail entre les deux. Et donc du coup, il y a un rapport qui se fait avec l'autre, mais tellement collabé, tellement collé, que s'il se déchire, c'est catastrophique. Donc c'est vraiment comme si, pour moi, dans cette sorte de possibilité nouvelle qui est liée à beaucoup de choses, je ne vais pas développer, mais d'une sorte d'affaiblissement de cette dimension de négativation de jouissance, même pendant un certain temps, puisqu'au fond, c'est marrant parce qu'on peut démontrer que le mot inceste finalement veut dire à qui il ne manque rien.
à qui rien ne manque. Or, vous signalez que c'est un peu l'idéologie parentale ambiante. Il faut que mon enfant ne manque de rien. Évidemment, ça induit une sorte de manière de se positionner où le travail psychique qui doit être fait pour métaboliser la solitude qui est notre lot à tous, c'est qu'en général un enfant repère entre 2 et 3 ans, il sait qu'il est seul, c'est que ce qui arrive à lui n'arrive qu'à lui, et pas aux autres. C'est comme si c'était un peu escamoté. Donc ça ne m'étonne pas, moi je le dirais comme ça, ce que vous décrivez. C'est-à-dire que donc dès que ça installe un rapport, il est férocement scotché, mais il a fait l'impasse sur le travail de la mélancolie qu'au fond tout le monde doit faire. On est profondément marqué par une dimension mélancolique au monde, ça fait partie de nous, ça fait partie de cette satisfaction totale à laquelle il faut perdre. Voilà. Oui, voilà. Oui, écoutez, qui dira la solitude du passionné? C'est une clinique de la passion que vous nous demandez d'esquisser. Voilà, 2 êtres passionnés, et sans toi, le trou du monde. Bon. Et le sujet passe par la fenêtre. Voilà, il se fait objet A, comme on dit. C'est un sujet, effectivement, c'est un sujet probablement à idée très mélancolique, ou un moment mélancolique d'un sujet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc au plan d'une clinique, il faut être très précis, évidemment. Donc vous l'êtes certainement... Mais enfin, évidemment, on voit bien qu'une passion, je ne sais pas, pour une hystérique, ou un hystérique, après tout, n'est pas de même allure qu'une passion chez un sujet psychotique. Bon, donc de quoi s'agit-il pour un cas? C'est la clinique du cas qui nous intéresse, effectivement. Alors, je suis un militant du passage de la clinique du cas à la clinique du social, bien sûr. C'est ce que nous a appris Freud. C'est le désir de Freud. Passer de la clinique du cas à la clinique du social. Alors, il y a des manifestations nouvelles dans la société, disons, dans la modernité tardive dont on parle. Ce que Lacan appelait l'enveloppe formelle du symptôme change. Voilà. La question est de savoir si on a les mêmes structures toujours en jeu. Est-ce qu'on peut continuer à parler de psychose, de névrose, de perversion? Mon expérience de 30 ans de psychanalyste et d'activité dans les hôpitaux, j'ai ouvert des consultations pour ce qu'on appelait les consommateurs de drogue, où évidemment la question de la mélancolie se pose. C'est pas qu'est-ce que c'est celui qui est frappé de ce que j'appelle la manie des toxiques. Eh bien c'est quelqu'un qui cherche à sortir d'une mélancolie préalable. Et donc Freud nous a bien outillés ici pour comprendre pourquoi le sujet mélancolique cherche à passer, disons, par la manie. Du côté de la manie, le triomphe du moi. Eh bien vous avez là une forme d'un triomphe du moi, c'est-à-dire de l'image, que vous avez très bien sur Internet. Donc on voit bien des sujets qui ont une manie, une nouvelle forme de manie, si vous voulez, techniquement moderne. C'est ces manies du net. Voilà. Il y a des manies du net. Voilà, ce sujet était probablement pris dans une manie du net, avec tentative de solution à une mélancolie préalable, et quand la solution se défait, naturellement, il ne reste plus que le suicide. Donc, si vous voulez, c'est moderne, vous avez raison, et en même temps, la logique structurale est extrêmement classique, je dirais. Nous ne connaissons pas le cas, plus que ça. Enfin voilà, si vous voulez, pour en faire un paradigme de la modernité, effectivement, comment est-ce qu'on traite le sujet, comment le sujet traite sa mélancolie dans la modernité. Il y a plein de manières. Manie des toxiques, manie du travail, manie, cybermanie, si vous voulez. Pas cybermanie, mais cybermanie. Hein. Donc, et donc passion. Voilà. Sujet passionné, puis quand ça lâche, ça lâche. Alors on retrouve toutes les questions des suppléances.
que tu poses finalement, tu ne fais que poser de manière insistante ces questions des suppléances. La question est de savoir si on se trouve dans une situation au plan des foules qui sont structurées de manière névrotique, comme je le pense, et qu'il y a naturellement des sujets psychotiques qui sont présents comme ils ont toujours été présents, mais dans des systèmes de régulation beaucoup plus compliqués aujourd'hui, d'autant plus que, comme on le sait, eh bien, le système, les services hospitaliers ne font plus leur travail. On n'abrite plus, ou de moins en moins, le sujet psychotique, on lui donne de moins en moins asile. Et ça a commencé, c'est pour ça qu'on a tellement de SDF. Le métro, c'est un hôpital de jour, voilà, nos hôpitaux de jour. Donc dans la modernité, tout ça se transforme, le rapport à la psychose est en train de changer. Le rapport à la névrose, probablement aussi, encore que moins. Mais enfin, voilà ce que évidemment, vous voyez, donc s'il faut penser la modernité, évidemment qu'il faut la penser. Et c'est notre travail d'analyste. Et ça, je crois que Jean-Pierre Lebrun, comme moi, on est dans cette question. On est d'accord sur l'essentiel de la question. On n'est pas du tout d'accord sur l'analyse du social, bien sûr. Je ne crois pas une seconde que Dieu, dans l'inconscience, nous ait quittés. Et Dieu est indestructible parce qu'il est inconscient. Au contraire. Ouais. On trouve ça dans les névroses. Voilà. Et quand on veut faire réapparaître, effectivement, à force de, non pas de se plaindre, mais de diagnostiquer, on finit par avoir des enfants français musulmans qui disent « Bah oui, moi je sais ce que c'est qu'un père. » Et au nom de Dieu, voilà, c'est du freudisme lisible, clair. Freud disait, voilà, les criminels sans remords, voilà, agissent toujours au nom du père mort. Donc on a une belle leçon. Alors il y a votre leçon clinique, cette micro-leçon, disons, cette leçon clinique sur la mélancolie, qui peut être traitée dans un dispositif nouveau de ce type-là, où il fait d'une certaine manière suppléance et alliance avec un même, dans ce cas-là. Et puis il y a ces sujets qui font réapparaître. Alors bon, parce qu'en général, n'est-ce pas, ce qui est ajouté, c'est que le défaut du symbolique, où est-ce qu'il faut le chercher, c'est toujours au même endroit. C'est toujours dans les cités que c'est évoqué. Quand les cliniciens parlent de ça, ils ne parlent jamais du Faubourg Saint-Germain où j'avais mon cabinet. Jamais, c'est pas là, c'est pas chez les psychanalystes qu'il y aurait un défaut de symbolique. C'est dans l'autre. Dans l'autre, et naturellement, il y a ce fameux texte qui explique, là, c'est une telle brande, là, qui explique, évidemment, c'est le fils de l'immigré. Le fils de l'immigré qui aurait plus de... Voilà, un père sans nom. Voilà. Il a inventé cette notion ahurissante, enfin. Ahurissante et extrêmement ségrégationniste, et donc éminemment réactionnaire, qui est très très difficile, vous voyez, donc où ça nous conduit tout ça. Bon, or il fallait apercevoir que dans les cités, ben non, ils étaient en train de s'organiser précisément autour du religieux. Et si on ne veut pas voir ça, on ne comprend rien à la société actuelle. Alors on peut toujours parler de réseaux comme ça, bon, alors, tous des frères, oui, d'une certaine manière, tous des frères, voilà, mais des frères qui vont s'organiser pour sortir une Kalachnikov ou deux, et puis voilà, et tuer au nom du père mort. Voilà, vous avez la banalité de la névrose obsessionnelle en acte. Ces types ne sont pas des psychotiques, ce ne sont pas des types extraordinaires, ce sont, malheureusement, c'est la banalité du mal qu'évoquait Hannah Arendt. Et je suis pour que nous, analystes, on analyse la nocivité du père mort, du père, parce que c'est notre travail, la nocivité des institutions. D'accord. J'ai quand même une question. Ouais. Je dis Dieu, c'est pas vrai qu'il n'est pas mort, il est toujours dans l'inconscient. On a l'inconscient, d'accord, mais le discours social aujourd'hui, si la démocratie n'est pas quelque chose qui a rapport avec mettre à la fin religieux, moi je ne comprends pas ce que c'est. Hein. Alors, il y a la question de la laïcité qui n'est pas tout à fait la même que la démocratie, c'est autre chose. On voit qu'aujourd'hui, donc ces gosses, ces paumés, il faut bien dire, ces névrosés, paumés, voilà, reposent la question de la laïcité aujourd'hui en France. Alors, on n'a jamais eu tant de débats sur la laïcité. On vous invente un concordat, il va falloir faire un concordat avec l'islam.
On n'a jamais vu parler autant des religions. Alors, il y a la question de la laïcité qui se pose. D'autre part, ce que j'ai montré dans ce petit bouquin, c'est que dans le champ politique, on dit aussi déserté naturellement depuis au moins 1789, du catholicisme, etc. Ben non, en réalité, ce que j'ai montré, c'est que la variable la plus discriminante en ce qui concerne le vote droite-gauche, c'est que les croyants, les catholiques pratiquants, votent 3 fois plus à droite que les non-pratiquants, ce qui est un indice. Ce qui est un indice de quoi? Bah que, comme les démographes le disent, en fait, de tout temps, le catholicisme a poussé la France à voter à droite. Les musulmans, d'ailleurs, votaient à gauche, cette fois. Bon. Donc, on a la variable la plus discriminante du champ politique, c'est précisément le rapport du fils au père mort et à sa religion. Mais évidemment, c'est jamais évoqué. Donc, on a ce discours, on croyait être protégé par une laïcité. C'est faux. C'est faux anthropologiquement, c'est faux dans le champ politique, et c'est faux, et on voit l'activité morbide au travail, et aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut avoir l'idée que la question religieuse est traitée. Il faudrait, alors là, pour le coup, alors, mais c'est pas, je crois qu'il faut quand même situer un peu la clinique du cas, très bien, et puis on a une clinique du social, une clinique de la culture, que voulait Freud, je répète, malaise dans la culture. De quel malaise dans la culture sommes-nous aujourd'hui affectés? Je suis intéressé par le développement que vous faites, mais si j'ose le dire de façon qui ne soit pas trop abrupte, parce que c'est pas comme ça que ce soit perçu, mais c'était pas tellement le cas clinique que je mettais en introduction, que je voulais voir commenter. C'était que j'ai l'impression, par rapport au débat dialectique qui vous anime, que c'est plutôt la question de l'asexuation du caractère virtuel de la relation telle qu'elle se développe dans le cybermonde qui me paraît prégnante. C'est-à-dire que tout se passant comme si, père ou pas père, matriarcat ou patriarcat, peu importe, la question de la sexuation de la relation n'en était plus qu'une scorie dans certains types de relations. Écoutez, moi j'ai des analysants qui se sont rencontrés sur Internet. Alors qu'Internet soit extrêmement présent dans les nouvelles relations amoureuses, la constitution du marché, disons des échanges matrimoniaux, passe aujourd'hui par Internet, que ça nous plaise ou pas. Qu'on drague à l'ancienne dans la rue ou en passant par Mythique, célibataire exigeant, je ne sais pas quoi, on voit que la sexuation, comme toujours, le sexe c'est le moteur, et le moteur du développement de ces technologies. Mais de tout temps, le sexe a été le moteur des technologies nouvelles. Et même quand il y avait, je ne sais pas, ce petit appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Minitel, voilà, ça a commencé, voilà. Bon, donc la question de la sexuation, elle est prégnante, toujours. Et aujourd'hui, bien sûr que le sexe, enfin on le voit avec les analysants, enfin la relation, alors la question de l'image que vous posez, dans le cas où vous avez un sujet, disons, qui est dans un lien à l'autre, qui est passionnel, et la passion n'aide pas à la génitalisation. La passion, c'est moi. Donc c'est deux, vous voyez, c'est deux narcisses qui ne font plus qu'un. Et alors, vous avez évidemment par définition, d'une certaine manière, dans ces situations-là, une minorisation de la différence des sexes. C'est clair. Et donc, en ce sens-là, votre cas était tout à fait exemplaire. De ce que, non pas que le phallus a disparu, ce qui est une idée, bon, c'est une drôle d'idée, mais il est incarné par l'être phallique. Être phallique, c'est une théorie du phallus. Je suis phallique, je suis tout entier. Avoir le phallus, c'est autre chose. Et comme l'a rappelé Jean-Pierre Lebrun, effectivement, il faut perdre cette satisfaction d'être phallus pour avoir le phallus. Parce que être et avoir, on ne peut pas faire les deux. Donc, la femme, très généralement dans sa mascarade, placée du côté de l'être phallique. En place d'être semblant.
de semblant d'être phallique, évidemment, et le garçon fait ce qu'il peut en essayant de faire une parade masculine et d'avoir les avoirs du père. Voilà. Donc c'est pas que le phallus a disparu, c'est une idée. Bon, en plus, le phallus, enfin, bref, c'est une drôle d'idée. Moi, j'ajouterais quand même à ce que vous dites que je trouve que j'ai mis un chapitre pas un chapitre, un morceau de livre que j'ai intitulé une défense inédite contre le sexuel. Et vous dites dans ce cas-là, c'est-à-dire que le système du collage à l'autre, qui n'est pas, pour aller vite de nouveau, je m'excuse, mais c'est comme ça ne va pas, qui se met à l'abri du père, pas du père mort, parce que ça c'est autre chose, mais du père réel, concret, hein, eh bien ça pousse à une sorte de défense inédite du sexuel, parce que quand l'enfant est objet, là, le sexuel là-dedans, il n'a quasi pas de prise. Mais attends. Alors, Du coup, il faudrait changer à chacun, parce que l'enfant, par définition, comme tu le sais mieux que moi, l'enfant, par définition, est d'abord l'objet de la mère. L'objet de la jouissance de la mère, il est d'abord donc phallus de la mère, et naturellement, il doit... D'abord l'objet, pas une chose d'avoir un statut d'enfant, chose comme on l'entend. Bien sûr, mais ça c'est la psychose, il n'y a pas de... Non, pas d'accord. Enfin, chez Lacan, c'est clair. C'est soit l'objet du fantasme de la mère. Peut-être bien, mais enfin, Lacan, il a vécu un peu donné, mais il n'était pas aujourd'hui. Donc oui, d'accord, mais on a des questions. Non, mais ce qu'on dit là, on ne peut pas tout dire à tout moment. Il faut quand même, si on veut parler, il faut s'intéresser. Parce que si on est dans l'expérience, c'est intéressant l'expérience qu'on ramène chacun. Une petite expérience, et là on voit. Bon, encore faut-il aussi s'accorder sur les paradigmes. L'expérience ne produit pas de la théorie, elle produit le contraire, nulle part, jamais. Donc, la question est de savoir à chaque fois à quel système. Alors d'ailleurs, tu as toi-même lu le fameux passage de Lacan à Génie-Aubry, bon, qui est hyper classique. Effectivement, Lacan, à ce moment-là, évoque ce passage où il considère que l'enfant est le symptôme de la mère, et pire, qui peut être l'objet du fantasme de la mère. Moyennant quoi, il n'a pas, effectivement, il n'a aucune possibilité, ou c'est très difficile, de se déprendre de la jouissance de la mère, que Lacan considère comme perverse. Donc Lacan considère que la mère est une fétichiste. Bon, très bien, on peut être d'accord ou pas, en tous les cas, le modèle, on l'a. Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il n'avait pas d'office de psychose, que toi non oui. Sauf que pour moi, il n'induit pas d'emblée la psychose, et que là tu dis oui. Ouais, il faut quand même se dépasser. Si le sujet ne se déprend pas de la jouissance maternelle, je crois que mon expérience, c'est quand même des sujets qui ont un billet pour la psychose. Alors, la psychose, après tout, c'est un destin comme c'est une question très grave. Oui. C'est une question très grave. Ouais. Parce que s'il est d'emblée du côté de la psychose, moi, mon intervention, elle va être de la boucler. Ah oui, la psychose, je ne vais pas aller trop la déranger, je vais me débrouiller avec comment ils font, avec leur univers. Hein. Je vais donner, je ne vais pas me taire au sens total, mais je ne vais pas interférer dans cette invention qu'ils ont fait. Évidemment. Justement, si ce n'est pas de la psychose, 2 minutes, c'est pas fini, si ce n'est pas de la psychose, alors il y a une intervention de ma part qui va venir éventuellement aider à faire cette coupure. Alors, ah oui, mais... Donc ça change d'être taxé d'emblée du côté de la psychose. Bien sûr. Ah non, pas bien sûr. Non, mais il faut soit le sujet psychotique, soit il ne l'est pas. Soit le sujet psychotique, soit il ne l'est pas. On ne travaille pas de la même manière avec les sujets psychotiques avec les autres. La grande difficulté aujourd'hui, c'est souvent de devoir supporter qu'on ne le sait pas. Il faut tout un temps de travail avant d'apparaître dans la véritable... Sauf quand c'est très clair. Vraiment, il faut être un sacré clinicien pour ne pas se rendre compte... Je vais ramener une petite chose qu'on rencontre, en fait, qui se dit beaucoup dans les institutions. C'est effectivement ces jeunes que les équipes, ou les équipes n'en peuvent plus, qui ne répondent pas au discours éducatif dans les institutions, qui s'envoient chez le psychiatre il dit c'est pas pour moi. Je crois que c'est ces cas que vous parlez, non? Qui ne sont pas psychotiques et qui posent énormément de problèmes. Parce qu'effectivement, c'est apparu beaucoup ces derniers temps. Alors, c'est des implications primaires. J'ai travaillé au plus près des institutions pour un psychotique il y a 30-40 ans. Quand j'y retourne en temps de supervision,
on m'amène des cas qui ne sont absolument pas les mêmes cas que les psychoses d'avant. Il y avait en institution, il y a 30-40 ans, que les enfants franchement psychotiques. On ne discutait pas. Les enfants. Hein? Les enfants. Oui, je parle des enfants. Hein. Aujourd'hui, il y a les fameux enfants, pour prendre le coup classique de la mère qui a adopté seule, ce qui est parfois très très bien, la question n'est pas là, mais toute une série d'impasses qui sont nées de nouveaux types et qui ne sont pas d'office clairement de la psychose. Je suis désolé, on ne peut pas dire ça d'emblée. Je ne crois pas une seconde que ça favorise nécessairement, en tous les cas c'est à démontrer à chaque cas, c'est pas parce qu'un enfant est élevé soit par des homosexuels, femmes, sans père réel, ou par une mère célibataire, c'est pas automatiquement, c'est pas des sujets psychotiques nécessairement, loin de là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que père présent ou pas père présent, papa dans la famille ou pas, ce n'est pas la question. Pourquoi? Parce que la psychanalyse, ce n'est pas la clinique du sujet de la petite famille, maman, papa, la bonne et moi, c'est la famille, c'est une clinique du sujet du symbolique, comme tu l'as parfaitement relevé. Et là-dessus, on est en accord parfait sur l'idée qu'effectivement, c'est le sujet du langage. Donc, comme tu l'as bien indiqué toi-même, même si le papa n'est pas là, il suffit qu'il soit là dans la parole de la mère. Comme autant tu fais venir Lacan ici, où on fait venir Freud, comme tu l'as dit parfaitement, bien autant je crois que même la mère célibataire, la pauvre, elle fait venir effectivement la question paternelle au cœur de son foyer, parce qu'on n'est pas des psychologues vraiment, on ne croit pas au développementalisme, alors ça a des tas d'autres effets. Alors, dans tous les cas, je ne crois pas que ce soit automatique, c'est pas parce que le papa n'est pas là que la fonction paternelle et le nom du père ne soient pas là, du fait qu'il s'agit de signifiants. Et comme, donc, Lacan qu'on fait rentrer, Freud qu'on fait rentrer, ou ces garçons que vous évoquiez, je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, enfin bon, bref, voilà, vous voyez, donc la fonction paternelle n'a pas à voir directement avec l'idée du papa. Alors, c'est très bien de dire comme ça, n'empêche que dans ton livre, tu reprends tout à fait bien la bascule que fait Lacan sur la question du petit Hans, et la lecture différente qu'il fait de Freud de la phobie, donc c'est là le père castrateur, d'accord? D'accord. N'empêche qu'il dit très bien, il dit que c'est un père qui s'obstinait à ne pas vouloir castrer son fils. Bon. Alors, je vais continuer mon petit propos. C'était là ce qui faisait que Hans était obligé de trouver une suppléance, on a dit demain, c'est juste, on se suit. Je poserai la question crûment. Quel père oserait encore aujourd'hui prétendre publiquement qu'il doit castrer son fils? Pas au sens, non, il n'y a pas que la fonction symbolique, là, le nom du père, il y a aussi un monsieur concret dans le réel qui intervient. Parce que propos de Lacan, c'est pour autant que son propre pénis est momentanément annihilé, que l'enfant est promis plus tard à être quelqu'un qui se sente légitimement en possession de sa virilité. Il apparaît que ce légitimement, c'est toujours Lacan, il souligne légitimement, il le met en italique, est essentiel au fonctionnement heureux de la fonction sexuelle chez le sujet. De deux choses l'une, soit ce propos n'est plus de mise, soit il est donc daté, dépassé, ou bien la formule est toujours en vigueur. Mais alors, comment entendre le légitimement quand la place de père doit être d'emblée soupçonnée de reliquat du religieux? Quand l'exercice concret d'un père ne doit plus se jauger à la castration, mais seulement à l'amour qu'il porte à ses enfants, comme c'est un peu la mode actuellement. Mais ça c'est plus le discours de Lacan. Non, ça c'est le mien. Ah, voilà. Quand la possession, oui, pardon, le truc c'était clair. Quand la possession d'un pénis est aussitôt suspectée de contrevenir au genre. Quand tout donne à penser qu'introduire une promesse pour plus tard n'a plus aucune raison d'être, face au possible de la satisfaction immédiate. Quand la temporalité elle-même est court-circuitée par la vitesse à laquelle tout peut et doit être obtenu. Quand le fait de ne manquer de rien vient se substituer à ce que Lacan appelle l'annihilation momentanée. Bref, quand un discours social vient délégitimer ce à quoi un garçon, ici un enfant, doit faire face pour grandir. C'est une réalité. Je n'accuse pas la société de rendre ça
comme telle, mais je dis que c'est une difficulté clinique que l'on rencontre. Mais bien sûr qu'il y a des difficultés cliniques, il y a des sujets qui sont psychotiques, il y a des sujets qui sont phobiques. Et c'est le cas du petit Hans. Et tu as très bien remarqué donc, que le père du petit Hans n'est pas le père du névrosé de l'Eumora. C'est pas le père non plus. Évidemment, c'est pas le cas Staber. Donc, bien sûr que dans la clinique, évidemment, on accueille. un couple très nouveau, très moderne. Oui. Non mais. Le papa du petit Hans, la maman du petit Hans. Oui, bon, d'accord, mais enfin, ce qui se passe, c'est que de toute façon, nous, on accueille les gens qui ne vont pas bien. Définition. Au mieux, on accueille ceux qui viennent se plaindre, soit de phobie, soit de commencent à avoir des idées bizarroïdes. On voit que ça ne va pas bien. Je crois qu'à ce moment-là, effectivement, la question du silence se pose autrement. C'est-à-dire, mais c'est pas parce que c'est nouveau, c'est qu'il était, je dirais, mal ajusté de recevoir des sujets psychotiques, et la bouche fermée. Évidemment, on essaye maintenant de border ce qu'on appelle border la jouissance, enfin bref, on essaye d'aller dans le sens de la confirmation de la solution du sujet. Mais la phobie est une solution aussi. Le petit Hans, s'il n'avait pas fait sa phobie, il aurait été avalé par la mer, précisément dont nous parlions antérieurement. Effectivement, on aurait peut-être, bon, ça n'a pas été le cas, on ne saura jamais rien, mais en tous les cas, il était sur la pente plutôt d'une psychose. Alors, qu'on travaille de manière extrêmement variable, avec un sujet même mélancolique, déprimé, on ne travaille pas de la même manière qu'avec un sujet névrosé, bien sûr, mais ça n'en fait pas. La question est de savoir quels sont les paradigmes, vous voyez, tu vois, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la clinique, il faut faire très attention à chaque fois de ce qui nous est enseigné par la clinique, et faire des paradigmes sur l'ensemble du social à partir de cas cliniques est toujours extrêmement délicat à faire. Voilà. Mais sinon, oui, on a toujours des hystériques qui n'ont pas du tout le même rapport au père. Elles n'ont pas besoin d'un père qui soit là. Voilà. Elles tiennent le père, elles essayent de le soutenir, ce pauvre père, enfin, qui est toujours raté, jamais à sa place. Bon, c'est terrible. Donc, quand on parle du père, c'est extrêmement grave. Ouais. Donc moi je vais essayer de faire ce que vous aimez, c'est-à-dire de partir de la clinique du cas pour aller vers une réflexion plus sociale. Je vais faire venir aussi des gens, puisque vous faites venir des gens. Les gens que je vais faire venir, donc je vous avais parlé de Jenny Aubry, qui était une pédiatre, qui est devenue psychanalyste. Je vais parler d'Olto, qui était une pédiatre, qui est devenue psychanalyste. Je vais parler de Ginette Rimbaud, qui est morte l'année dernière. Je vais parler d'Aldo Naouri, qui est un pédiatre qui est à la retraite maintenant. Et donc moi je suis pédiatre, j'ai des cheveux blancs et je vois quand même que de ma clinique de pédiatre, je vois les choses qui ont changé. Je me suis installé il y a 32 ans. Je vois la difficulté des parents qui est vraiment différente. Je vois leur grande difficulté. Quand je me suis installé, les enfants restaient, les mamans avec leur bébé restaient une semaine à la maternité. Maintenant, ils sont virés au bout de 2 jours et demi. Je vois des trucs assez incroyables. Je vois au nom de l'égalité, je donne juste un exemple, juste un aspect clinique. Hein. Je vois au nom de l'égalité des droits, qui est normal, l'égalité des droits entre le père et la mère. Je vois donc des parents qui se séparent pendant la grossesse, enfin des parents, oui, qui se séparent pendant la grossesse, et qu'au nom de l'égalité des droits, on va proposer des résidences alternées pour des petits bébés de quelques mois. Comme s'il y avait une réelle équivalence entre la fonction maternelle, pour lequel vous disiez donc que la mère est l'objet, non, l'enfant est l'objet de la mère, et c'est aussi quand même quelque chose qui se vit dans la sensorialité de la grossesse, dans toute cette relation primordiale.
Et que finalement, donc, j'ai été confronté, je raconte juste cette toute petite vignette clinique. Et donc, on peut s'appuyer non pas sur le père défaillant, mais sur l'autorité des pères, c'est-à-dire, en l'occurrence, ces autorités, j'ai cité quand même beaucoup de femmes, hein, de pédiatres devenus psychanalystes, donc pour moi des références. On peut s'appuyer aussi sur ce qu'avaient fait De Lyon et Gols, donc qui sont que vous connaissez peut-être, ouais, qui sont des gens vraiment bien et qui ont fait un document que j'ai remis au père, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien passer par Internet, et sur Internet il y a des choses bien. Voilà. Donc je trouve que ça a à voir, je ne vous pose pas de questions, hein, mais je trouve que ça a à voir sur une perte, effectivement, de la différence aussi. Hein, perte de la différence dans une espèce de liquéfaction, puisque vous avez utilisé ce terme, où tout est égal à tout. Et sur une mauvaise formation des JAF, des juges aux affaires familiales, qui ont 5 minutes pour juger d'un cas, et qui vont effectivement donner la résidence alternée pour des enfants de moins de 6 mois, ce qui est une erreur gravissime. Simplement à propos de ce que vous amenez là dans le tableau que vous amenez, difficile pour moi de ne pas entendre que chacun des deux parents a l'air d'avoir sa chose, son enfant, son truc, son jouet, caricaturant un peu. Et c'est pas quelque chose que je reproche à ces deux parents-là, pas comme ça que je l'entends, mais on dirait qu'il y a quelque chose de ça qui est en train de modeler le rapport qu'ils ont à l'enfant. Ce que je trouve être en deçà du phallique, justement. C'est-à-dire que ça n'est plus que l'objet. Et le père ne vient plus faire que doublon, il fait exactement la même chose que la mère, ils tirent chacun la couverture de leur côté. Je trouve que c'est une situation qui induit quelque chose de difficile pour l'enfant, qui induit une situation délicate. Pour moi, c'est tout un travail de prévention d'ailleurs. Freud était aussi pour la prévention. Donc c'est vraiment à réfléchir, comment est-ce qu'on peut intervenir de grâce. N'entendez pas comme les mauvais parents, c'est pas du tout mon propos, mais je trouve que ce sont, vous l'avez dit vous-même, vous voyez de plus en plus de parents en difficulté, mais parce que dans le modèle tel qu'il fonctionne aujourd'hui, l'égalitarisme ambiant, par exemple, qui ne va plus laisser exister la dissymétrie entre hommes et femmes, va faire que on est de plus en plus mis à mal pour se soutenir dans cette dissymétrie. Or, du coup, c'est plus un homme et une femme, c'est plus un père et une mère, c'est plus deux autres différents, c'est plus un... Parce que les homos, ils ont exactement la même difficulté concrète. Quand ils sont les deux homosexuels, ils ont autant de difficultés, ils ne sont pas les mêmes. Hein. C'est ça le principe, on n'est pas les mêmes. Donc avec cette altérité, comment est-ce qu'on fait? Je trouve que vous avez un très bon exemple pour moi de l'actualité de cette clinique-là, avec lequel on fait ce qu'on peut, on essaie de l'élaborer, on essaie de... oui, mais elle est nouvelle, elle n'existait pas. Elle existait peut-être de temps en temps pour des conditions familiales graves et bien structurées il y a quelque temps. Donc elle n'est pas nouvelle au sens, pour moi, le concept de nouvelle économie psychique, par exemple, je ne marche pas là-dessus. Parce que c'est une... Ou alors il faut le limiter à... Ça apparaît de plus en plus. Mais ce n'est pas une véritable... Elle existait déjà auparavant. Mais aujourd'hui, elle est de plus en plus fréquente pour des raisons qui ne sont pas familiales, qui sont sociétales. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire émerger et travailler. Pas nouvelle, elle est massive, oui. Donc vous le donnez très bien. C'est pour moi que c'est un repère structural de dire un enfant phallus, c'est un enfant qui appartient déjà à la communauté des êtres du langage. Un enfant objet, c'est un enfant qu'on peut utiliser pour ne pas devoir appartenir à ce qu'exige le féroce notre communauté langagière. Parce que forcément, ça veut dire insatisfaction au programme, ça veut dire toute une série de choses. Alors, on est peut-être une génération, du temps de 2 générations, de gens qui, à cause de toute une série de choses, et sans du tout venir les rendre responsables de quoi que ce soit là, on peut avoir le même problème sur l'école, on en parlait tout à l'heure ce midi, mais c'est la même chose. L'école est en grande difficulté parce qu'elle se trouve tout à coup porteuse d'une exigence de socialisation qui n'est plus anticipée par la famille qui se protège presque du social. La petite blague est stupide, mais en même temps vraie. Il y a 20 ans, les parents allaient avec Tony Truet parce qu'il avait des mauvaises notes, le fiston. Maintenant, il Tony Tru parce que le prof lui a donné des mauvaises notes à leur bébé 8e merveille du monde. Hein.
Mais c'est fou les conséquences de ça. On ne veut pas. Donc il y a un travail, à mon avis, absolument important de faire entendre que la socialisation, ça se fait dans cette perte de jouissance, ça se fait déjà dans la famille, ça se fait déjà dans le rapport à la mère. D'où d'ailleurs important de s'intéresser aux mères, que dans le système lacanien, on a un peu trop vite mis comme, et c'est juste aussi, la gueule ouverte qui allait tout se refermer, comme on l'a rappelé. Pourtant, la mère, quand on y pense, c'est la première qui protège du maternel, paradoxalement. C'est la première qui va induire une séparation. Elle va le faire à sa manière, évidemment, pas de la même façon que quand on prend le relais. Mais c'est très important le travail. C'est un travail subtil, de fou, extraordinairement important, qu'on est en train de faire émerger de plus en plus, heureusement. Vous citez Gols et de Lyon, et des gens comme ça, plusieurs, montrent bien que le rapport de la prosodie, le rapport de la mère, de l'enfant, vous en connaissez plus que moi là-dessus d'ailleurs, tout ce que ça veut dire hein, au niveau de la pédiatrie. Donc c'est important tout ce rapport-là. Alors essayons de l'analyser le plus rigoureusement possible, de l'éclairer, pour pouvoir en tirer des conclusions qui viendraient permettre au sujet d'assumer cette singularité. C'est Houellebecq qui a dit que l'athéisme c'est fatigant. Hein. Il a raison. Il a raison. C'est pénible. C'est dur. Bon. Donc il vaut mieux se préparer à la difficulté si on veut être à la hauteur de notre destin. Oui, mais enfin, au fond, c'est la question à chaque fois, c'est qu'est-ce qui vous assure dans votre conviction, comme vous dites, je l'ai convaincu voilà. Très bien, pourquoi pas. La question, alors vous parlez des autres pères, au fond, de vos pères à vous. C'est bien là que vous avez attrapé votre conviction, ce que vous appelez votre conviction. Donc, vous parlez de Ginette Rimbaud. J'étais chargé de recherche chez Ginette Rimbaud pendant des années à l'hôpital des enfants malades. Donc j'ai une petite idée de son point de vue sur la question. Je ne suis pas sûr que ce serait bon, enfin, bref, vous avez donc des références, on va dire. Voilà, ce sont des références, que ce soit Gols, Lyon, que ce soit Ginette Rimbaud, Dolto, etc. Très bien. Donc vous avez des références qui vous viennent, donc ça fonctionne comme votre nom du père, d'une certaine manière. Pédiatre, qui vous êtes, je suis pédiatre, très bien. Donc la pédiatrie, c'est quoi? C'est un savoir, oui, très bien. Et vous avez des pères, voilà, vous avez des pères, c'est pas votre papa, votre père, c'est Ginette Rimbaud, par exemple. Donc Ginette, votre père, est une femme, vous voyez. Donc c'est tout l'intérêt d'apercevoir des choses extrêmement claires comme ça que vous dites, où on voit, où vous avez vous-même votre point d'appui qui vous donne une conviction que je ne discute pas. J'essaye simplement de voir d'où ça part. Quel est votre sujet supposé savoir? Donc vous en avez donné 5. Ça, c'est des fonctions paternelles, vous avez raison. Dans ce cas-là, effectivement, le père peut être une femme, ce qui est très bien. Alors, la question après, c'est est-ce que cet homme, lui, je ne sais pas qui c'est, moi, ce père qui voulait absolument avoir son enfant chez lui, bon, alors en général, on était jusque-là plutôt dans l'idée que le père était absent, qu'il se désintéressait plutôt de l'enfant, et qu'il fallait, et Naouri a été un chantre de cette idée, remettre les pères au milieu et refaire du père, hein, c'était ça, Naouri. Et aujourd'hui, alors on nous explique que les hommes qui veulent, comme les femmes, s'occuper de leur enfant, eh bien les mettent en danger. Bon, très bien, pourquoi pas, moi je veux bien, je suis bonne fille, mais si vous voulez, il faut faire quand même attention à chaque fois, et je pense que vous faites attention, vous avez dû entendre quelque chose dans tout ça qui faisait que vous vous êtes dit, ben voilà, si je n'interviens pas, comme pédiatre, à qui on s'adresse? Parce qu'après tout, ils auraient pu se passer de vous. Ils sont venus s'adresser à vous, je ne sais pas comment, d'ailleurs qui, ouais. Donc vous étiez déjà en position, disons de tiers, on va dire, pour dire les choses bêtement comme on les dit d'habitude, vous étiez le tiers, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant une fonction paternelle, allez, bonasse du médecin, aujourd'hui c'est le médecin qui sait, bon, très bien, avant c'était le prêtre. Bon, alors tout ça se déplace, vous avez raison. La question, vous voyez, c'est que pour lui aussi, on peut supposer qu'il avait affaire avec des pères, qui n'étaient pas les vôtres, bien sûr, ni les miens, mais peut-être, après tout, qu'il avait des pères aussi qui lui auraient permis d'accueillir son fils ou sa fille, je ne sais pas, à la sortie de la maternité, et puis de voir avec la mère, au fond, comment se débrouiller. C'est très compliqué, bien sûr, mais c'est plus maintenant, c'est plus, oh ben voilà, c'est un objet de la mère, alors on lui laisse la mère.
Avant, c'était comme ça. Maintenant, tout ça change. Évidemment, ça peut faire un peu peur, ça peut inquiéter, et c'est quelquefois inquiétant. Mais enfin, au moment où on pose la question du père, l'importance de la fonction paternelle, il est quand même, vous voyez, paradoxal d'être si sûr que ça, et sûrement vous avez des éléments, si sûr que ça, en tout cas pour moi ça n'a pas de soi, vous voyez. Si, voilà, je voudrais en entendre plus si on avait du temps. Moi, je suis étonné d'avoir dit conviction. Oui, je crois que ça va sûrement échapper. Non, vous avez dit que vous l'avez convaincu. Je l'ai convaincu de faire différemment de ce qu'il pensait faire initialement, c'est-à-dire de prendre son gamin pendant tout un week-end, un gamin d'1 mois. Ce qui me paraissait quand même, vu du côté du bébé, moi Pourquoi vu du côté du bébé, le bébé il dit rien, c'est vous qui êtes pédiatre, c'est vous qui dites. C'est vous qui formulez parce que vous savez. Parce que vous avez un savoir que vous aurez transmis, Ginette Rimbaud, etc. Alors, pourquoi pas? Et peut-être vous avez eu la finesse clinique de vous apercevoir de quelque chose, probablement, j'imagine, parce que je ne vois pas sinon pourquoi un père ne pourrait pas s'occuper de son enfant pendant 1 mois, ou enfin même un enfant d'1 mois. Un enfant d'1 mois pendant 1 mois? Non, je ne vous dis pas pendant 1 mois, de recevoir un enfant d'1 mois, c'est ce que vous dites. Cet enfant avait 1 mois, le père voulait des bras contre la égalitaire, c'est ça le problème. Dans ce monsieur, il a lu un texte qui est finalement assez simple, enfin, mais quand même très bien documenté. Il a lu et il a vu paradoxalement tout ce qui lui revenait comme fonction paternelle ou comme spécificité paternelle. Il était extrêmement content. C'était pas ce qui était en manque de ce qu'il ne pouvait pas être, c'est-à-dire la mère. C'était ce qu'on lui reconnaissait comme différence. Et ça lui avait beaucoup plu. Donc on a parlé de ce texte. C'était pas du tout pour lui interdire de rencontrer son garçon, en l'occurrence. Sûrement pas. Mais c'était pour qu'on prenne du temps pour discuter, que ça ne se fasse pas sur un mode tout est équivalent. Un père c'est égal à une mère. Et pourquoi est-ce que si un père demande son enfant, c'est automatiquement équivalent à une mère? Je ne comprends pas, là il y a quelque chose qui demande... Les parents sont séparés. Comment? Oui, les parents sont séparés. Pourquoi est-ce que l'un vaut l'autre? Non. Il y a un père d'un côté, si j'ai bien compris, en plus qui a l'air de s'intéresser à sa fonction, puisque ce que vous dites, puis d'autre part, il y avait une mère, on ne sait pas très bien si elle s'intéresse aussi à cet enfant. Ah oui, non, oui, bon, elle s'intéresse tant mieux, donc on a deux sujets très différents. Bon, je peux quand même dire que cet enfant est allaité par sa mère, ce que son père ne peut pas réaliser. Ah, ça c'est sûr. Vous êtes d'accord? Ça, je suis d'accord. Bon, ça c'est l'argument. C'est ma fille là, quand même. C'est l'argument de fond. Mais voilà, c'est bien ça, on en arrive à la logique organique. Oui, c'est ça. Qui est. Mais bon, je crois que même la logique des gens, si vous voulez, est une logique assez pauvre. La théorie des gens est une théorie extrêmement pauvre. Je voudrais essayer de plus parce que ce débat m'intéresse quand même vivement. Parce que je pense que tu peux me permettre, Marcos, que tu fais une assimilation abusive de ce que c'est que tout à l'heure tu as parlé de fonction paternelle. Alors, tu dis à très juste titre, je crois que tu rappelles, tu le disais très bien dans ton livre, comment c'est le zéro là qui se met en place. Mais il me semble que chez Lacan, donc pire, toute une série de choses sur le 1, le il y a de l'un. Il y a de l'un, c'est quelque chose qui est avant le 1 qui suit le 0. En interprétant l'intervention de quelqu'un aujourd'hui du côté de la fonction paternelle, pour moi, tu le fais d'office, tu le fais assimiler du côté du 0. Mais moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, parfois, à faire rappeler qu'il y a de l'un. C'est pas la fonction paternelle, ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus radical. C'est que nous sommes soumis, de par le langage, à quelque chose qui est de l'ordre de l'autre. Alors, je vais même prendre un exemple clinique, parce que autant y aller, puisque je suis loin de... Donc je peux... Alors, je vous avoue que j'étais un peu surpris de cet exemple, parce que c'est un genre, j'en ai parlé tout à l'heure en
mais pas le mouvement, phobie sociale. Il vient pour phobie sociale. Bon, il a 20 ans, 21 ans, 2 ans, chose comme ça, peut-être un peu plus. Il n'a encore rien fait, parce que forcément, tout a été empêché. Avant ça, c'était phobie scolaire, il n'est nulle part. Et il me vient me dire qu'entre autres, il a des crises de dysmorphophobie, quand il sort dans la rue, il a l'impression que, etc. Je laisse raconter tout ça, je noue une relation plutôt tolérante, accueillante, comme on doit faire, bienveillante. Et puis, un jour, il arrive en catastrophe. Il arrive en catastrophe parce que, me dit-il, il n'est pas parvenu à faire jouir sa copine, nouvelle copine, et qu'au fond, derrière son truc, tout ce qu'il m'a raconté, il y a ça. Il n'a pas un pénis assez gros que pour faire jouir sa copine. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Bon. Alors je lui demande quand même, attendez, expliquez-moi un peu d'où ça vous vient cette idée-là, qu'est-ce que c'est que ça pour vous? Ah non, mais j'ai mesuré, hein, et puis hop, sur Internet, tout le Bataclan, tous les trucs. Donc il me laissait bon. Alors, continuez, je le laisse parler quand même le temps qu'il faut pour qu'il fasse, mais en même temps, il est dans un état d'angoisse épouvantable, parce qu'il ne peut pas vivre sa vie comme ça. Si c'est pas faire ça, ça ne sert à rien qu'il vive. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est le modèle de tout son échec partout, il ne réussit rien, c'est impossible, etc. Alors, mais je lui ai répondu, écoutez, moi je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Internet. Je peux vous dire, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas à la taille ni à l'épaisseur. Pas comme ça que ça marche. On va voir de quoi il s'agit, et autre chose. Et puis il m'ajoute, oui, je suis tellement angoissé que je ne vais pas aller à mon cours ce soir. Et je rajoute, et à votre cours, vous allez y aller. Hein? Ça suffit. Bon. Alors tu vas me dire, tu peux le dire du côté du paternel. J'ai moi-même, après coup, dit, mais qu'est-ce qui est foutu là? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas du côté du paternel du tout. C'était du côté du 1. Il y a un truc, parce que ce type, il fait tout. Alors je lui avais posé une des questions qui m'était venue quand il était venu au début de ces séances. Je lui ai dit, est-ce que vos parents vous ont déjà interdit quelque chose? Il m'a regardé, il m'a dit oui. Mais est-ce qu'ils vous l'ont interdit d'une façon telle que ça vous a empêché de le faire? Parce qu'ils étaient prêts. Hein. Il a réfléchi, il m'a dit non, jamais. Ils m'ont dit que c'était interdit, mais ils s'en sont pas soucis. Voilà, ça c'est le type de situation aujourd'hui où on a un jeune comme ça, la génération du dessus n'a pas vraiment été, ne s'est pas vraiment inscrite pour lui, il se trouve du coup avec une pluralité possible infinie, et mon intervention, si je l'allais du côté de l'intervention paternelle, je dis non, c'est pas ça qu'il y a à faire, on ne va pas faire le père dans cette affaire. Mais c'est pas ça, je cherche à savoir où dans la structure, avant même que la question du nom du père intervienne du côté du 0, il y a quelque chose qui est du côté du Yadelin. Et Yadelin, il faut que quelqu'un d'autre le soutienne que celui du sujet. Parce que sinon, ça ne fait pas cet effet. Bon. Et là, paradoxalement, figurez-vous que ça a marché. Il est revenu la fois d'après en disant, 1, qu'il avait fait jouir sa copine, 2, qu'il est allé au cours. Je me suis dit, ah! Et à partir de là, vraiment, paradoxalement, figurez-vous, c'est fou. Mais cette phobie sociale, c'est complètement évanoui. Et les dysmorphophobie aussi. Ouais, rien. Parce que ça c'est quand j'ai même en général au milieu quand on voit des dysmorphophobies apparaître. Moi j'aurais été extrêmement plus prudent, mais je n'ai rien contre faire le père. Il faut bien. N'empêche que je trouve que ça m'a beaucoup appris. Parce que ça m'a vraiment questionné beaucoup sur. Mais quel est l'enjeu? J'ai un peu l'impression de. C'est un rapport avec. Donc je ne suis pas sûr que c'est un rapport avec la question du 0 du monde du père. Je pense qu'il y a quelque chose qu'avant, qu'on n'a pas encore bien compris nous-mêmes dans ce qu'il en est. En tout cas, c'est ce que je voudrais travailler. Oui, c'est un bon chantier de travail. Mais bon, enfin, savoir comment jouer une femme, évidemment, là, tu as pris la position de celui qui savait. Moi, je sais comment faire jouer une femme. Donc, vous allez voir ça, je vais vous mettre ça, mon petit gars. Et il sort, il y arrive en plus, c'est formidable. Non, mais c'est formidable. Non, mais je peux moi, je suis une lecture scandaleuse. Je suis absolument pas dit ça. Je peux qu'être admiratif. C'est pas du ça du tout. Non, en plus que pour le savoir. Enfin, bon, attends, moi, ce qui m'aurait inquiété d'emblée, c'est vrai que je serais pas intervenu comme ça. Mais d'abord, j'aurais pris beaucoup plus de précautions pour savoir d'abord ce que c'était que ces dysmorphophobies, parce que quand ça commence
le sujet commence à avoir des images de son corps déformées, on est quand même souvent, on s'approche souvent. Il n'avait pas ça. Il avait le diagnostic qui lui venait d'Internet. Ah, oui, d'accord. Il parle comme Internet. Il parle sans parler. D'accord. Ah oui, c'est ça. Alors là, oui, d'accord. Allez, je sais comment faire jouer une femme. Mais il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ils parlent, ils disent rien. Ouais. Ils parlent tout le temps. Mais c'est un peu comme nous, quoi. C'est ça le problème. Alors, je vous donne un autre truc encore. Regarde, toi qui dis que ça n'a rien changé. Non, rien. Regarde. Non, je dis pas que ça change pas de forme. Alors, tu aimes bien comme moi les poètes et les gens qui sont avant tout, ils nous disent la vérité. Un livre pour enfants, je vous le conseille. Kitty Crowder, Mère Méduse. C'est 10 pages. Il doit y avoir une vingtaine de phrases, pas plus. Maman arrive avec un gros ventre chez d'autres dames. Il n'y a même plus de père au début, il n'y a rien. Elle est toute seule avec son enfant. Elle va accoucher. Elle a une chevelure très très longue. Et elle a tellement longue sa chevelure qu'elle dit qu'elle va être là. L'accueil fantastique pour cette perle qui va venir. Elle est comme une méduse. L'enfant grandit. L'enfant veut apprendre à lire. Et donc dit, je vais aller à l'école. La mère dit, non, tu ne vas pas à l'école, je vais t'apprendre moi à lire. Je vais t'apprendre la lecture, je sais faire ça. Donc l'enfant reste enfermé. Elle, tout va très bien. Jusqu'au moment où la mère se rend quand même compte qu'elle est un peu en difficulté. Elle dit à la fille, mais est-ce que... Elle voit la fille qui regarde les autres petits-enfants. Elle n'est pas prête d'aller à l'école, donc elle ne sait pas y aller. Et puis l'enfant dit, la mère demande, est-ce que tu voudrais aller quand même à l'école? Et l'enfant commence par répondre, non, je vais lire un livre. Elle avait appris à lire avec sa mère. Hein. Donc on retourne au fond, elle cède sur son désir, comme ça. Hein. Bon. La mère, heureusement, l'entend. Elle lui dit, non, je crois que tu veux aller à l'école parce que moi, je ne peux pas te fournir les petits copains que tu vas y trouver. L'enfant est ravi, va à l'école, demande à la mère de ne pas venir à l'école. Et quand elle revient le soir, la mère a cherché, la mère, elle a les cheveux coupés. Hein. C'est joli comme histoire. Tout est dit de ce qui se passe dans l'aujourd'hui. La fonction paternelle, elle a opéré, mais par le biais de la mère uniquement. Donc il n'y avait pas de papa. Non, c'est pas vrai. Ça a opéré. Non, elle lisait, la mère lisait, la mère parlait. Oui, et c'est pas donc c'est dans le discours. C'est ça la révolution lacanienne pour le coup. S'il y a une révolution, c'est d'arrêter de penser la psychanalyse en termes de papa, maman, la bonne et moi. C'est ça à voir avec la fonction symbolique. Et là, c'est une formidable démonstration de ça. C'est-à-dire que voilà une mère qui s'est fait châtrer d'une certaine manière à couper les cheveux, c'est ça. Qui a consenti. Voilà, qui a consenti, mais et ça lui est venu par sa fille, donc si je comprends bien, qui s'est dégagé d'elle, qui donc de se dégager d'elle, castre la mère. Oui, mais elle a eu l'oreille. Bien sûr. Non, pas bien sûr. Non, c'est un conte intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Oui. Justement, à cet endroit-là, oui, si la mère n'entend pas ça, alors qu'il n'y a plus qu'elle, s'il n'y a pas d'autre qui interfère, eh bien le risque c'est que l'enfant cède. Oui, mais Jean-Pierre, je veux insister sur ce fait que la mère n'est pas seule. C'est pas parce qu'on est là qu'on est seul. Parler des grandes solitudes. Non. C'est pas parce qu'un sujet est là. Même dans la masturbation, le sujet n'est pas seul, contrairement à ce qu'il croit. Moi, ça ne me gêne pas d'appeler fonction paternelle le fait que la parole se circule. Ah bah très bien, bah alors on est absolument d'accord. Voilà au moins un point d'accord. Écoutez, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est une belle issue. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Le colloque est filmé, donc il sera présent sur le site Pratique Psychanalyse Culture d'ici quelques temps. Et puis le prochain colloque, ça sera le 21 mai, ça sera sur le mortifère dans les relations instituées. Et il y aura Emmanuel Diette qui viendra, et il a écrit un article il y a assez longtemps, il y a quelques temps, mais qui est en plein d'actualité, je crois, sur le thanatophore, c'est-à-dire celui qui bloque les fantasmes dans les équipes, etc. Donc, voilà. Donc, ça sera le 21 mai. Donc, si vous avez laissé votre mail, vous allez recevoir
tout ça maintenant. Voilà, eh ben, écoutez, merci beaucoup, et puis, écoutez, à une prochaine fois. Ah ben ouais. Ah mais non, vous m'avez invité en tellement... Ah non, évidemment.